d'information organisée par le ministère des Finances et l'ARCA, l'autorité de régulation du secteur des assurances en RDC. Et puis à l'international, c'est pour bientôt l'exportation du premier baril du pétrole du Niger. Vous aurez tous les détails dans ce journal. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette session d'information. Dans le but de renforcer la stabilité financière du secteur de l'assurance en République démocratique du Congo, le ministère des Finances, en collaboration avec l'autorité de régulation et de contrôle des assurances en RDC, ARCA, ont organisé ce mercredi 6 mars 2024 une matinée d'information sur les perspectives de développement du secteur des assurances en RDC. Cette matinée a marqué le démarrage de l'opérationnalisation de la facilité de réassurance pour les risques pétroliers, gaziers, miniers et les risques des violences politiques, FRPGM en sigle. Damani Mujinga et Beni Chifombo, ils étaient là dans la cérémonie pour le reportage et ainsi pour le compte de Géopolis Télévision. C'est au Fleuve Congo Hôtel que le ministère des Finances a réuni ensemble avec l'autorité des régulations des contrôles d'assurance, ARCA en sigle, plusieurs opérateurs d'assurance afin de lancer la mise en place d'une facilité de réassurance pour les risques pétroliers, gaziers, miniers et les risques de violence politique en RDC, jouant un rôle crucial dans la gestion des risques. La facilité de réassurance est une opération qui permet aux compagnies d'assurance de transférer une partie de leurs risques à d'autres compagnies de réassurance en cas de sinistre majeur ou de pertes importantes. Alain Kaninda, directeur général de l'ARCA, a présenté les objectifs ainsi que les avantages de la facilité de réassurance. La facilité a pour objectif d'organiser la souscription des risques assurables de tous les acteurs évoluant dans le secteur pétrolier, gazier et minier, organiser la souscription des risques de violence politique pour tous les secteurs d'activité, conduire toutes les démarches et les négociations relatives à l'assurance des acteurs du secteur pétrolier, gazier et minier, des sous-traitants, des détenteurs de licences ou d'autres entités intervenant dans ces secteurs en République démocratique du Congo. Bâtir, négocier et mettre en place, en partenariat avec les souscripteurs des différentes sociétés d'assurance en République démocratique du Congo, les mécanismes de réassurance adaptés à la sécurisation de ces risques sur le marché de la réassurance internationale. Développer la capacité de rétention des risques assurables sur le marché des assurances de la République démocratique du Congo. Participer à la lutte contre l'évasion des risques d'assurance et des risques à la sous-assurance. Lutter contre l'évasion des primes d'assurance, c'est aussi l'objectif poursuivi par le ministère des Finances, car cette opération permettra de générer plus de bénéfices pour l'économie du pays. Je me souviendrai qu'à mon arrivée à la tête du ministère des Finances, j'avais exprimé de façon claire, explicite et ferme ma volonté de lutter contre l'évasion des primes d'assurance, afin de mettre fin à l'octroi systématique, notamment en mettant fin à l'octroi systématique aux sociétés d'assurance l'autorisation de céder 100% de leurs risques à l'étranger. Notre objectif est de poursuivre cette progression et atteindre, comme l'a dit tout à l'heure Alain, le directeur général, le taux de pénétration moyen du continent, c'est-à-dire 3% à l'horizon de l'année 2028, contre un faible niveau de 0,46% aujourd'hui. 3% de taux de pénétration, c'est bien plus qu'1,5 milliard, puisqu'on a un PIB qui avoisine les 70 milliards de dollars. Et donc, c'est autant d'emplois pour les Congolais, autant d'épargne pour le secteur financier congolais, donc autant de potentiel de croissance, en plus d'apporter plus d'assurance, puisqu'il s'agit d'assurance dans l'économie, dans le fonctionnement de l'économie. Et donc c'est important de souligner que la mise en place rapide de cette facilité de réassurance va contribuer à booster à grande vitesse notre secteur, celui des assurances, et
accroître sa contribution à l'économie nationale. Et nous sommes tous liés. Je sais que vous, les professionnels de l'assurance, vous êtes un peu coincés entre la volonté de développer votre chiffre d'affaires et d'entretenir vos clients, qui sont les mêmes qui ne se conforment pas à la réglementation. Et nous avons besoin de voir le secteur des assurances jouer davantage son rôle en tant qu'investisseur institutionnel, en tant que pourvoyeur de sécurité dans les investissements. Et donc nous devons nous regarder ensemble et voir comment faire mieux. En termes de résultats, l'ARCA attend du prestataire qui aura la charge de la gestion opérationnelle de cette réforme une augmentation substantielle des primes d'assurance du marché congolais. D'ici 2028, ces flux financiers devraient dépasser le seuil d'$1 milliard. Dans le même temps, la TVA provenant du secteur d'assurance devrait atteindre $160 millions. Et voilà, consécutivement à cette activité officielle, les opérateurs d'assurance ayant préparé cette activité se sont exprimés quant à cette réforme. Ils étaient au micro de Damani Mujinga et Giscard Tamba. Suivez. Aujourd'hui, comme vous avez suivi, c'est un événement important. Donc, c'est la mise en place d'une facilité de réassurance pour le marché que le ministre des Finances a initié avec le DG de l'ARCA pour pouvoir donner un élan au marché. Pour que le marché aujourd'hui, à fin 2023, il a fait $318 millions. Donc nous espérons tous, en tant qu'opérateurs des assurances, pouvoir à travers cette initiative de facilité de réassurance, encore avoir plus de primes et servir mieux les opérateurs économiques du pays. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a bien dit le ministre et les DG de l'ARCA, il y a quand même beaucoup d'opérateurs qui continuent à s'assurer à l'étranger. Donc cette mise en place de cette facilité de réassurance va permettre de capter plus de primes localement et de contribuer, nous, en tant qu'opérateurs d'assurance, à le développement économique du pays. Pour le moment, on n'a pas encore plus de précision. Je pense qu'il y aura des séances de discussion en profondeur sur le sujet à partir de demain avec l'ARCA et avec le prestataire qui a été retenu pour cette affaire. Donc nous saurons plus dans les semaines à venir. Cet arrêté que le ministre a présenté, le contenu de l'arrêté, c'est un arrêté au fait qui vise à améliorer, je dirais, la rétention locale des primes d'assurance dans les secteurs miniers et pétroliers. Donc ça veut dire qu'en résumé, c'est aujourd'hui, quand on prenait un risque minier, on estimait trop gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on transférait 100% du risque à l'étranger. Les compagnies d'assurance ne prenaient que les commissions ici localement. La réforme que le ministre propose aujourd'hui va nous permettre justement de garder plus de primes en local, parce que la loi prévoit de garder 25% des primes localement. Donc on va vraiment essayer de se conformer au mieux à la loi. Et en attendant de voir comment ça va fonctionner exactement, le secteur des assurances accueille avec joie cette nouvelle. Non, justement, là aujourd'hui, on nous a présenté l'arrêté, donc l'arrêté numéro 25, je pense 35 ou 25. Donc on va d'abord aller le rechercher pour bien lire le contenu. Et puis avec le partenaire donc, que le ministère des Finances a choisi, il y aura des séances d'échange qui vont commencer à partir de demain, parce que le ministre a dit que cette facilité devait commencer au 21 mars. Bon, la population va tirer des bénéfices parce que ça fera de l'argent en plus qui restera ici sur le sol congolais pour financer notre économie, qui sera placée dans des banques qui auront plus de capacité pour donner du crédit à la population. Donc en gros, c'est la population congolaise qui va, in fine, qui sera gagnant sur l'applicabilité de cette facilité. Et puis, dans tout autre chapitre, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu dans son bureau de travail ce jeudi 24 mars l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, accrédité en RDC, Ingo Herbert. Ce dernier était venu s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez ce qu'il a dit après cette audience. Avec l'aggravation de la situation à l'est du pays, j'ai saisi l'opportunité pour lui demander son opinion sur la situation, sur ce que fait le gouvernement
comment on voit des perspectives pour amélioration, comme l'Allemagne. Nous sommes très engagés en ce qui concerne l'aide humanitaire, la stabilisation, c'est le développement de la région, mais on est très préoccupé de cette aggravation de la situation. Partage le souci. On voit que le M23, particulièrement au moment avec le soutien de l'armée rwandaise, est au fond de cette crise aggravée, aborder cette situation qui est une violation de la souveraineté de la RDC. Et puis, depuis près de quelques semaines, le quartier Nganda, situé dans la commune de Kintambo à Kinshasa, dans le quartier Kintambo Jamaïque à Kinshasa, connaît des problèmes d'eau et de l'électricité. Cette situation expose la population à des corvées énormes et pour elle, il est difficile de s'approvisionner en produits surgelés et autres produits de première nécessité. Suivez ce reportage de Francine Moukeba jusqu'à Ntamba et Patience Lokeke qui était sur le lieu pour s'enquérir de la situation. La population de Kinshasa en général et celle de la commune de Kintambo en particulier est confrontée à de multiples problèmes freinant son épanouissement malgré la réhabilitation de certaines infrastructures, notamment dans la distribution de l'eau potable et de l'électricité. Si la régie des eaux s'y démène un peu, c'est la Société nationale de l'électricité SNEL qui est incapable de pouvoir régulièrement ainsi que pleinement à la distribution du courant électrique à la population kinoise. Ce phénomène est palpable dans les différentes communes de la capitale congolaise, dont Kitambo. En tout cas, on a évité peut-être ceux qui Kitambo ya ngambo bakokuza satisfait na courant, mais biso a na jamais qui tout na passe ya courant makasi. Combien de temps vous vivez la situation? En tout cas, ils arrivent bambula. Na yebi ko compter à tambula te. Pour courant nano lokwa na avenue na biso kaneton complètement tout ça kana courant te. To koma komi débrouiller kaka okende pa ya bato ya balabala sima oti ataka mwa singa kuna esoki okozana mbongo ya kofuta moto nde omoni ata mwa mwinda mais courant ngo wana okobenda bongo et salisa kata nani congélateur te. Alors tozana pasi ya courant tango iso tokokendaka kote ya nani ya direction côté à Sakombi pour natina ya komona bakonsite bakoka kobongisela biso situation wana tokenda mbala tozoka suite te kende Kitambo toke Kitambo tokende bandal toke bandal solution ezozala kaka te. Donc au courant pona biso akoma na ye mopaya tozaka na courant te complètement courant ezalaka te te mai toza un peu bien mai ebima kamalamu longola omoni bandeko na biso ya likolobo esali kola kama montagne te bango ne bazaka na difficulté ya mai pamba te po mai ekomela bango kuna likolo facilement eza mwa pasi donc yango azaka na obligation ya kokita kote obiso tozali koya kozwa mai. Situation ya mai toza nango eza problème makasi. Toa na mai te, mai ezobima nango ka par hasard. Tamuso ekobima nde na butu pe kotoka ngwe pe eza pasi mais na suka sanza tozozwa ka ba facture ezoya kaka ebele bazoyokela biso ata mawa te ba facture ezoya ebele mais mai tozotoka ka ya mukie makasi. Ça fait déjà combien de temps vous vivez la situation? Eumeli peza makasi nje situation ka to vivre kana ngo kaka yango wana pe eza ka lelo te eumeli penza. Wana nde tosali yango te po tozopesa ka baja oyo bazoya topesa bango tozoye bisa bango pona nini mai ya kaka pasi boye mais ba facture bozobimela biso ebele boye mais tomona pe solution moko te pona kura kutunde lisusu nde koloba te wana kutunde pasi kutu likolo ya pasi kura ezalaka nango te kura eza penza
pasi po bozwa courant penza en tout cas eza pasi mingi biloko ezobebela biso na bacongélateur moyen kutu toteka ata mwa bamaya bopili totekaka nde esungaka biso me courant eza te moyen toutilize courant en tout cas eza mwa pasi mingi me na suka nango bafatire ezoya nango kaka ebelebele omona mpenza snel atindeli bino fatire ebele me courant malonga eza nango te yango toosengaka bino bakonzi botalela biso makambo oyo mpo tolembi tolobi te solution mpe emonanaka mpe te. En pleine capitale, le courant électrique est devenu une denrée tellement rare pour de nombreux foyers que beaucoup de ménages. Au XXIe siècle, le recours au charbon de bois et au bois pour cuisiner et à la bougie, aux lampes à pétrole ou encore torches électriques pour s'éclairer est encore d'actualité. Et voilà, dans un tout autre registre, le mois de mars dédié à la sensibilisation contre l'endométriose, cette maladie qui affecte des millions de femmes dans le monde, mais qui est peu connue de tous. Il est donc crucial de connaître les symptômes afin de prendre en charge les femmes concernées par cette pathologie qui touche entre 1,5 et 2,5 millions de femmes en âge de procréer. Le docteur Laetitia Ankodia, gynécologue de l'hôpital général de Kinshasa, nous en dit plus. Elle est jointe au téléphone par Rachel Misenga. Il faudrait comprendre ce qu'est l'endomètre. Ce sont des cellules qui recouvrent l'intérieur de l'utérus. Sous l'influence des hormones, cette couche de tissu grossit en attente de l'embryon, puis décroît à l'absence de l'embryon. Ce sont les règles. Ce qui crée les conditions d'une endométriose, c'est en fait quand certaines de ces cellules parviennent à sortir de l'utérus. Elles peuvent alors s'accrocher à d'autres organes. Or, ces cellules ont le même caractéristique que l'endomètre. Elles répondent au rythme hormonal pendant le cycle menstruel. En conséquence, elles se développent, congestionnent, puis ces cellules saignent, ce qui irrite les tissus alentours. Ces cellules créent finalement des lésions et même des kystes sur ces zones. Les endroits les plus touchés, selon les études, sont les ovaires, les ligaments utérosacrés, les rectums, la vessie, le vagin et d'autres organes aussi peuvent être touchés comme le cerveau, les poumons et on a même parlé de l'ombilic. Déjà, il faudrait dire que cette maladie peut être asymptomatique. Alors, quelques symptômes les plus fréquents, c'est l'infertilité, mais aussi les douleurs. Par rapport aux douleurs, on a regroupé les douleurs en 5 D. Le premier D, ce sont les dysménorrhées. Deuxième D, ce sont les dyspareunies, donc douleurs pendant les rapports sexuels. Troisième D, dysurie, douleur pendant la miction. Dyschésie, douleur pendant la défécation. Par rapport au traitement, déjà il faudrait dire que jusqu'aujourd'hui, la maladie est très très difficile à gérer. Il n'y a pas de médicaments pour prévenir ou pour guérir. Alors, il y a des volets par rapport au traitement. Il y a le volet médical, mais aussi le volet chirurgical. Par rapport au volet médical, on donne les anti-inflammatoires pour casser ces douleurs. Autre chose à présent, le métier de bouquiniste à Kinshasa, autrement appelé le marché noir du livre, devient de plus en plus un business en péril avec une rentabilité très faible. Plus de détails avec Maris Boleli et Giscard Tamba. La lecture a plusieurs bienfaits sur la vie d'un homme, mais cependant, elle disparaît peu à peu de nos quotidiens et surtout avec l'avènement de la nouvelle technologie, cela devient un réel combat pour les amoureux du livre et de la lecture. Un gagne-pain qui devient très lourd, une rentabilité devenue rare avec un faible revenu. Il y a de moins en moins de mères de famille qui viennent acheter de la littérature jeunesse. La plupart des personnes qui viennent acheter sont des avocats et des politiciens. La tracasserie de policiers aussi qui les empêche de vendre souvent, comme l'expliquent ces bouquinistes. Avant, ces métiers étaient rentables, mais aujourd'hui, nous faisons face à 2 problèmes. Le premier est la situation économique et le second est l'avènement de l'Internet. Aujourd'hui, les gens peuvent s'acheter des livres en ligne. Pour le moment, j'ai plus de clients de droit, donc les juristes et les politiciens. Et pour avoir ces livres, je les achète auprès de ceux qui ont de livres et bibliothèques à la maison. J'ai aussi des fournisseurs qui viennent de la France, la Belgique. La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté. Ceux qui nous fournissent de la bonne lecture doivent être protégés, eux, avec leurs livres.
Et puis en sport, les léopards de la République démocratique du Congo ne vont pas se rassembler pour la fenêtre FIFA du mois de mars pour des raisons d'ordre financier. Les hommes des sabres resteront dans leurs clubs respectifs pendant cette période. Blessed Kuzola nous en dit plus. À la trêve internationale de ce mois de mars, prévue du 18 au 26, les léopards de la RDC seront au repos. Le stage programmé en Turquie au cours de cette fenêtre FIFA a été annulé, selon Dodo Landou, team manager de la sélection nationale. Il a évoqué des contraintes financières pour expliquer la raison de l'annulation de ces stages, notamment un manque d'accord de financement avec le gouvernement congolais. L'idée du sélectionneur n'était pas de jouer des matchs amicaux pendant ces stages. Le but était de faire une revue d'effectifs et de redynamiser l'équipe, a par ailleurs précisé Dodo Landou. Selon ses dires, le rassemblement de mars devrait permettre de réunir des joueurs évoluant au pays et en Afrique ainsi que des éléments des équipes d'âge des léopards. Les rendez-vous de mars annulés, les léopards vont reprendre du service en juin prochain dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Le 11 national sera reçu par les Lions de la Teranga du Sénégal à Dakar avant de jouer les éperviers du Togo à Kinshasa. Voilà, ce sujet lié sur les léopards. Nous avons un intervenant sur ce plateau, c'est Blessed Kuzola. Il est spécialiste sport de Géopolis Télévision, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Fiston et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Première question, le léopard de la RDC, 4e de la dernière CAN, n'aura pas de stage en mars pendant la fenêtre FIFA. Est-ce une bonne nouvelle pour les léopards de la RDC? Naturellement, non, parce que la RDC, on l'a dit, vient d'être classé 4e de la dernière CAN, la 34e édition qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. Alors, au mois de mars, toutes les équipes sont en train, oui, les sélections vont en tout cas s'entraîner pour ceux-là qui ne vont pas jouer le début des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, qui vont également débuter en ce mois de mars. Donc le club mieux classé vont jouer le match amicaux en cette fenêtre qui va débuter le 18 jusqu'au 26. Alors, cette fenêtre permet à ces équipes-là de pouvoir préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont déjà arriver au mois de juin. Alors, voir la RDC n'est pas jouer ou n'est pas faire de stage pendant cette période-là, et c'est quand même, ça cause quand même un préjudice à l'équipe nationale, et étant donné que le sélectionneur des sabres avait déjà conçu un plan qui allait permettre à ce que l'on puisse redynamiser l'équipe. Il fallait, au moyen de ces stages qui devraient avoir lieu en Turquie, redynamiser l'équipe, mettre en place, faire appel à des joueurs jeunes de catégorie junior, de U20 et de U21, mais également appeler aussi certains joueurs qui évoluent au championnat national. Question de le mettre ensemble et pouvoir redynamiser l'équipe. La RDC est quand même un peu vieillissante dans certains postes, alors il a fallu, après la CAN, pouvoir mettre en place cette fenêtre FIFA de manière à ce que le coach puisse avoir une idée sur d'autres joueurs. Il n'allait certainement pas appeler tous les joueurs, certainement les joueurs qui ont moins de temps de jeu en sélection, le cadre de l'équipe nationale bien entendu. Il allait beaucoup plus appeler de nouveaux joueurs, et ça allait être une occasion pour lui de le voir, de les scruter et de savoir comment faire avec ces joueurs. Donc je crois que c'est quand même une mauvaise nouvelle pour la RDC, parce que ça va peser, en tout cas ça aura des conséquences déjà pour le classement FIFA, parce que la FIFA comptabilise les différents rassemblements et les différentes fenêtres. Donc les points pourront peut-être tomber, on pourra voir peut-être la RDC régresser encore, elle qui avait un peu monté le poids de la bête. Voilà. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Est-ce que c'est le manque de plaidoirie, ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui explique le fait qu'il y ait des contraintes financières alors que nous savons que les léopards de la RDC sont dans une bonne lancée?
justement, le problème est d'ordre financier, on l'a dit, comme l'a attesté le team manager de Léopard, Monsieur Dodo Landou. Le problème est d'ordre financier. Sébastien Desabre avait mis en place son programme qu'il a donné au gouvernement. Voilà, il a soumis d'ailleurs et à la fédération et au gouvernement. Mais les possibilités financières et logistiques n'ont pas permis à la RDC de pouvoir effectuer ces stages. Et voyant que le temps devenait de plus en plus court, le sélectionneur a jugé bon tout simplement d'annuler le stage. Parce qu'il a soumis son plan en retard, ou bien c'est le gouvernement qui... À mon humble avis, non. À répondu mon humble avis, il n'a pas soumis son plan en retard. Donc, il a soumis son plan dans les règles, comme il le fait toujours, parce que la RDC, ça n'est pas être la première fois de voir la RDC en stage. Ils ont été en stage en octobre dernier, c'était en Espagne, tout s'est très bien passé. Donc, ce sont des choses qu'il fait déjà en amont, mais cette fois-ci, ça n'a pas été respecté. Je ne sais pas si c'est dû au fait que nous avons un gouvernement démissionnaire qui expédie les affaires courantes. Justement. Ça peut être l'une des raisons. Ça peut aussi expliquer le fait que le gouvernement n'ait pas débloqué les ressources à temps pour permettre au Léopard de pouvoir effectuer ces stages. Donc les raisons sont là. En tout cas, c'est et de l'ordre logistique et de l'ordre financier. Pendant que la RDC n'a pas justement pu aller pour son stage, mais de l'autre côté, il y a aussi les préparatifs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, oui. Est-ce que ça va être une forme d'handicap? Bon, handicap un tout petit peu, parce que toutes les équipes qui ont joué la CAN vont se retrouver pendant cette fenêtre. Les coéquipiers vont se retrouver, l'automatisme restera. Et beaucoup de sélectionneurs vont d'ailleurs faire ce que Desabre a fait, ce que Desabre allait faire, c'est-à-dire mettre en place de nouvelles équipes, de nouveaux joueurs plutôt, qui vont épauler la tanière des équipes nationales. Alors, il y aura aussi dans certaines nations des sélectionneurs qui vont venir pour la première fois, parce qu'il y a eu des nations où les sélectionneurs sont partis, soit ils ont démissionné, soit ils ont été limogés. Donc, ça allait profiter pour que le joueur se revoie, pour que le joueur s'entraîne et que cet automatisme-là reste. La RDC nous a laissé quand même dans un bon indice, dans un indice, permettez-moi, de performance incroyable en sortant au 4e de la dernière CAN. Donc, ça allait être normal pour la RDC de préparer ces éliminatoires de la Coupe du Monde par ces genres de matchs amicaux. L'adversaire direct de la RDC, d'ailleurs, qui va jouer au mois de juin, le Sénégal va avoir ses rassemblements et le Sénégal aura 2 matchs. C'est quand même déjà un handicap, mais ce n'est pas une raison pour laquelle on doit s'alarmer en disant que voilà, il n'y a pas eu de stage, on ne va pas se préparer. Desabre s'est toujours préparé d'une manière ou d'une autre. Il a plusieurs moyens de se préparer. Il peut scruter le joueur de loin, il peut faire beaucoup de programmes, mais ça handicape quand même son programme qu'il avait conçu, et on verra bien dans les jours à venir qu'est-ce que ça va donner en tout cas. Voilà. Je veux qu'on insiste un peu sur un point. La RDC a, on va dire, performé. On ne croyait pas que la RDC ira à avoir la 4e place justement de cette CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, entre la CAN et les éliminatoires de la Coupe du Monde qui doit avoir lieu d'ici peu. Est-ce qu'il y a nécessité justement qu'il y ait un stage et par ricochet que l'entraîneur ou les sélectionneurs découvrent d'autres joueurs alors que l'effectif a déjà stupéfait tout le monde? Oui, l'effectif a stupéfait tout le monde, mais dans le football, il faut toujours faire ce qu'on appelle une mise à niveau, une mise à jour d'effectifs. C'est très important. On avait un effectif de 24 joueurs. Alors, Desabre, dans sa politique de rajeunir l'équipe et de la reconstruire, voulait encore ajouter un peu plus d'accent particulier sur cette équipe-là dans certains secteurs. On a vu par exemple que un joueur comme Cédric Bakambu est quand même un peu vieillissant.
Et il faudra déjà penser à les remplacer. D'où le remplacement ne peut pas se faire lorsqu'il va se blesser, mais plutôt lorsque on va mettre en place un système qui va permettre à ce qu'on puisse scruter d'autres attaquants pour le remplacer par exemple. Donc il y a de ces joueurs comme Kakuta par exemple aussi, qui a aussi vieilli. C'est un secteur important. Qui a vieilli déjà. Oui, bien sûr, il est dans la trentaine, donc il est déjà au soir de sa carrière, on doit le dire. Donc il y a de ces secteurs-là qu'on doit un peu renforcer pour permettre à l'équipe de bien évoluer. Alors, déjà, on n'aura plus la possibilité de faire un autre stage, peut-être pour les locaux, on verra bien ce que Desabre va décider, mais pour le professionnel, il n'y en aura plus, parce que le mois de juin déjà, ça va s'annoncer décisif avec 2 matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. D'abord à Dakar face au Sénégal et puis à Kinshasa face aux éperviers du Togo. Donc je crois qu'il a déjà la tête à ça et il va s'y préparer. Donc voilà, une remise à niveau de l'effectif est toujours très très importante dans une sélection nationale tout comme dans un club de football. Merci beaucoup Blessed Kouzola. Moi je vous garde encore, il y a une dernière question qu'on va justement aborder avec vous, mais nous allons poursuivre avec l'actualité. Le comité de gestion de la Ligue nationale de football a procédé aux sanctions des 3 équipes évoluant au championnat national de football de la division 1 suite aux échauffourées qui sont survenus après le match entre V-Club et les Aigles, puis le FC Saint-Éloi Lupopo et le cercle sportif Don Bosco. V-Club, Lupopo et les Aigles paieront chacun une amende de 7 500 $ américains. Vous allez suivre les détails avec Blessed Kouzola, c'est lui qui est d'ailleurs avec nous sur ce plateau. La Ligue nationale de football a rendu son verdict sur les incidents survenus lors de l'affiche qui a opposé le FC Saint-Éloi Lupopo au CS Don Bosco, soldé sur la marque de 1 but partout le samedi 2 mars 2024 au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi dans le cadre de la première journée de play-off de la Vodacom Ligue 1. Lupopo devra payer une amende de 7,500 $ avant son prochain match à cause des jets de projectiles et l'envahissement du terrain par ses supporters. Il perd aussi sa quote-part de recettes du match. Les cheminots sont condamnés à réparer les dégâts matériels causés sur le véhicule du délégué de la Linafoot et le bus du CS Don Bosco. Ils doivent également réparer la grille du stade endommagée. L'équipe de Lupopo est en outre suspendue jusqu'au paiement total du montant de la condamnation et jouera son prochain match à huis clos. La Linafoot a indiqué qu'en cas de récidive, la team jaune et bleue de Lubumbashi jouera tous ses matchs dans une autre ville. Quelques heures après la résolution du cas Lupopo, le comité de gestion de la Linafoot a statué sur un autre cas depuis le début de play-off. Les échauffourées avaient éclaté à l'issue du match entre l'ASV Club et les Aigles du Congo, soldés sur la marque de 1 but partout, dimanche 3 mars dernier à Kinshasa. Pour ces incidents, dont l'origine est la descente du président du FC les Aigles du Congo, Vidi Echimanga, dans la zone neutre, le comité de gestion a pris des mesures drastiques. Consciente de la gravité des incidents, la Ligue n'a laissé aucune des 2 équipes indemnes. Pour des jets de projectiles, violation de la zone neutre par les supporters, les 2 équipes sont condamnées au paiement de la somme de 7 500 $ américains, lit-on dans le communiqué. Perdant leur quote-part pour ce match, les 2 équipes sont suspendues jusqu'au paiement du montant. Jugés récidivistes, les supporters des Moscovites sont interdits d'accès au prochain match de leur équipe, laquelle évoluera à huis clos avec un risque de délocalisation de toutes ses réceptions jusqu'à la fin de la saison. Vita a été soumise en garde de la Linafoot. En cas de délocalisation de rencontre, le club sanctionné prendra en charge tous les frais y afférents. Voilà, je rappelle que nous avons sur ce plateau Blessed Kouzola, spécialiste sport de Géopolis Télévision. Avec vous, nous avons suivi cet élément du journal concernant les violences sur le stade. Comment, moi j'ai une question à vous poser comme ça, comment y remédier? Pour y remédier, c'est beaucoup de choses, beaucoup de choses à la fois. Alors moi je pense que il y a plusieurs paramètres qui se présentent dans un match de football, ce qui fait en sorte que voilà, il y a maintenant des désordres qui s'installent. Il y a d'abord le problème des arbitres, je dois les dire ainsi. Beaucoup d'arbitres ici en République démocratique du Congo sont aussi à la base de désordre dans les stades. Pourquoi? À cause, bien évidemment, de leur décision, de leur prise de décision dans certaines actions
qui ne passent pas dans le chef de supporters. Et à chaud, ils réagissent et ils font dit désordre. Alors, la responsabilité, elle est partagée, tant du côté des arbitres que du côté également de supporters. Pourquoi je l'ai dit ainsi? Parce que les supporters aussi doivent prendre leur mal en patience. On les voit même en Europe, les supporters sont très disciplinés. Ici, si votre club n'arrive pas à jouer, vous commencez à les jeter des pierres, vous commencez à pouvoir leur faire du mal et tout. C'est comme le match entre V Club et les Aigles. V Club a perdu le match, a fait match nul à la fin, hein, le dimanche. Alors, il s'est fait que à la fin du match, les supporters ont commencé à se battre. Et il y a eu des échanges et tout ça. Alors, donner des sanctions pour la Linafoot ne va pas arranger les choses. On en a eu beaucoup. V Club de Saint-Pé, il y en a eu ici. Ça a d'ailleurs fait en sorte que le supporter des deux équipes ne puisse plus accéder au stade. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des casses, etc. Et moi, je pense que le dirigeant de chaque club, hein, puisque ça, ce n'est plus dans le carquois de la Linafoot. Hein, la Linafoot est là pour sanctionner, bien évidemment, mais il doit y avoir des ateliers, des formations pour, dans chaque club. Former qui? Les supporters? Les supporters, bien évidemment. Les supporters au fair play. Avec ces nombres impressionnants des supporters. Mais Fiston et Leco, on n'a pas le choix. Il faudrait le faire pour arriver à pallier à ces genres de situations. Sinon, qu'on joue alors le match à huis clos. Et sans supporters, le match n'a pas de sens. C'était une virgule qu'on a pris comme ça. Ouais. Qu'on a prise comme ça. Et voilà, on revient justement à la question on va dire, la RDC n'a pas justement effectué le stage. Les léopards de la RDC n'ont pas effectué le stage qui était d'ailleurs prévu. Et aujourd'hui, que faire donc pour pallier à ce genre de situations lors des prochaines échéances, parce qu'il n'y aura pas que les éliminatoires de la Coupe du Monde, il y a aussi la Coupe d'Afrique 2025 qui arrive, et il y aura des stages bien évidemment, et que faire pour que nous ne tombions plus dans cette situation qu'il n'y ait plus de stages? Alors, pour ma part, je dirais que pour que cette situation ne soit plus d'actualité, il faudra que tout s'organise. Vous savez, dans les grandes équipes, dans les grands pays, dans les grandes nations du football, tout est planifiable. Lorsqu'on veut être une grande nation du football, ça ne va pas se faire d'un jour à l'autre. Il y a beaucoup de paramètres et tout doit être structuré au préalable. Il doit y avoir une très bonne organisation, tant du côté de la fédération que du côté du gouvernement, mais également du côté du sélectionneur aussi, parce que eux tous doivent s'attendre, ils doivent s'asseoir pour qu'ils puissent trouver des solutions palliatives, disant que voilà, aujourd'hui, on a telle chose, demain, il doit y avoir une telle préparation, on doit déjà le faire en amont. Donc moi, je crois que toutes les parties prenantes sont donc concernées par cela, afin que nous puissions éviter ces grands couacs dans un pays qui s'appelle République démocratique du Congo. Voilà, nous vous disons merci Blessé Kouzola pour votre intervention à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Je vous remercie également, Fiston Leco. Nous allons poursuivre avec l'actualité, mais cette fois-ci avec l'actualité au-delà de nos frontières. Maintenant, c'est l'actualité internationale. Imminence de l'exportation du premier baril de pétrole brut du Niger via la station terminale du Pipeline Export Niger-Bénin, située au Bénin, justement. Une délégation de la douane nigériane est en visite de travail à Cotonou et elle est allée justement s'enquérir du dispositif de la station terminale située à Sémé-Kraake. Suivez. Après la mise en service au Niger vendredi 1er mars 2024 du méga oléoduc qui relie le pays au Bénin, des autorités douanières nigériennes séjournent à Cotonou du 4 au 8 mars 2024 pour explorer les contours juridiques et matériels liés à l'exportation du pétrole brut via la station terminale du Pipeline Export Niger-Bénin située à Sémé-Kraake à l'est de Cotonou.
Entre autres travaux entrant dans le cadre de cette mission de prospection, faire l'état des lieux de l'installation des infrastructures d'exportation du pétrole brut afin de produire un rapport. Suite aux séances d'échange avec l'administration douanière béninoise et des membres de la société d'exploitation du pétrole, la délégation nigérienne a effectué une série de visites sur la station terminale. Sur un total de 8 stations de pompage, 6 sont au Niger et 2 au Bénin. La station terminale de Semekrake, point de chute, dispose de 3 réservoirs pouvant contenir près de 100 000 m3 de pétrole brut. Il y a suffisamment de littérature sur ce joyau. Il s'agit quand même de l'énergie, il s'agit du pétrole, il s'agit du gaz. C'est essentiel dans le développement d'une nation en termes de revenus, en termes de fiscalité, en termes de fret. Et tout cela montre que nous sommes sur une bonne piste. Selon des experts, le Niger va amorcer le processus d'exportation du pétrole brut d'Agadem via le Bénin, pays de départ de l'exportation, par la bouée située en haute mer, dans les 60 jours à venir. Conformément aux instruments juridiques internationaux auxquels les deux pays ont adhéré, les administrations douanières des deux nations entendent parvenir à des opérations de transit et d'exportation du pétrole brut dans de meilleures conditions. Nous, au niveau par exemple des douanes béninoises, tout est fait prêt. Nous sommes prêts. Et il y a des facilités qui ont été mises en place pour que le travail soit bien fait entre nos deux États. Le pipeline Export Niger-Bénin vise à écouler le pétrole du Niger vers les marchés internationaux via la plateforme de la station terminale de Semekrake. Long de 1980 km, il prend départ de la première station de pompage PSO1 de Djifa au Niger, traverse 5 départements du Bénin sur 675 km pour finir en un système d'aramage à point unique en mer dans la commune de Semekbodji. Divisé en 6 zones d'utilité, notamment de production des auxiliaires, de magasinage et de maintenance, de bureaux, d'habitation et les réserves, la station terminale de Semekrake PSO9 s'étale sur une superficie d'environ 250 000 m². Et puis, le 4 mars 2024, le groupe de la Banque pour le commerce et le développement de l'Afrique orientale et australe, groupe TDB, par l'intermédiaire du Fonds pour le commerce et le développement, a accordé un prêt à terme de 2 millions de dollars américains sur 3 ans à Power Venture Zambia Limited pour améliorer l'accès à des solutions énergétiques modernes et abordables pour les ménages et l'utilisation productive grâce à l'importation et à la vente en détail des produits solaires aux communautés non raccordées au réseau en Zambie. Le groupe TDB s'est engagé à soutenir ses États membres dans la réalisation de leurs priorités nationales en fournissant des solutions financières innovantes dans des secteurs critiques qui favorisent le développement durable. Le 4 mars 2024, le groupe de la Banque de commerce et de développement de l'Afrique orientale et australe, le groupe TDB, a accordé à Empower Ventures Zambia Limited un prêt à terme de 2 millions de dollars sur 3 ans dans le but d'améliorer l'accès à des solutions énergétiques propres et abordables en Zambie. Cet investissement facilité par le Fonds pour le commerce et le développement, le TDF, devrait catalyser l'importation et la vente au détail de produits solaires, améliorant ainsi l'accès à l'énergie pour les communautés hors réseau à travers le pays. Notre souhait est d'assurer un accès universel à une électricité abordable et durable pour tous les habitants du pays. Il est très important d'accroître les investissements privés et publics dans toutes les régions du pays. Il est essentiel que les tarifs de l'électricité reflètent les coûts, ce qui est une autre question. Nous voulons attirer davantage d'investissements et contribuer à notre objectif de suffisance et d'excédent énergétique. Pour améliorer l'accès aux solutions énergétiques domestiques, Empower Zambia prévoit de construire 50 nouveaux centres énergétiques ruraux. Ces centres serviront de nœuds d'infrastructures vitaux qui étendront l'accès à l'énergie aux installations domestiques et publiques. La création de ces centres devrait générer 30 emplois directs et plus de 500 emplois indirects, stimulant ainsi l'activité économique et améliorant les moyens de subsistance des communautés appauvries. Nous sommes heureux d'étendre cette facilité
facilité à Empower car elle nous permet de fournir des solutions financières concessionnelles aux PME qui ont traditionnellement lutté pour attirer un financement adéquat du secteur bancaire formel tout en stimulant le changement et la transformation au sein de nos communautés en apportant des opportunités de croissance verte et de développement durable, ce qui est ce que nous souhaitons voir à travers la région. Empower Zambia, bénéficiaire de ce financement, est prête à élargir sa gamme de déploiement de dispositifs solaires domestiques prêts à l'emploi et de biens de production axés sur le marché tels que les congélateurs, les machines à coudre et les pompes à eau. L'initiative cible les ménages à revenus faibles et moyens, les PME et les agriculteurs des zones périurbaines et rurales. Cette initiative vise à combler le déficit énergétique actuel et à favoriser le développement durable. Avec la lecture des journaux parus ce jeudi dans la presse. Mesdames et messieurs, vous allez suivre maintenant la revue de presse. Ouvrons cette revue avec le journal Le Poste qui aborde la question sécuritaire en République démocratique du Congo avec un focus spécial sur la ville de Goma. Plusieurs sources concordantes confirmées par des sources locales à Goma faisaient état des violents combats dans la petite agglomération de Saké à seulement une vingtaine de kilomètres de Goma. Selon certaines sources, les troupes rwandaises sous couverture M23 seraient entrées dans Saké, mais aucune source officielle ne confirme la nouvelle, indique le journal, qui ajoute que dans les cercles très fermés, aussi bien l'avancée de la coalition RDF M23 que les turbulences dans la capitale congolaise suggèrent des idées que personne n'ose étaler en public, affirme le tabloïd. D'où certainement le titre évocateur « Péril majeur sur la ville de Goma et sur le pays » et en guise de commentaire, le journal fait savoir qu'à Paris circuleraient sous le manteau des photos de Corneille Nangaa sur un aéroport militaire, preuve que la France ne serait pas innocente à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, note le journal. Dans la même veine, la Prospérité titre « Coopération militaire russo-congolais ». Merci la Russie. Le journal reprend et publie une tribune qui affirme qu'un événement historique s'est produit dans le cadre de la coopération entre la Fédération de Russie et la République démocratique du Congo. Il s'agit de la décision du gouvernement fédéral russe d'ouvrir une nouvelle page dans le domaine de la coopération militaire entre nos deux pays, affirme le tabloïd. Aux États-Unis d'Amérique comme ailleurs en Europe, existent des officines qui travaillent nuit et jour sur la mort de la République démocratique du Congo dans ses frontières du 30 juin, dans le but de l'affaiblir en vue de piller systématiquement ses ressources naturelles, note le journal. Parlant des ressources naturelles, la RDC en a à foison et la guerre ne peut pas occulter les opportunités qu'offre l'exploitation des ressources du pays. C'est ce qu'a déclaré en substance Julien Paluku. Le ministre de l'Industrie a expliqué aux investisseurs réunis au centre financier le vrai Congo, celui des opportunités d'affaires, du vrai win-win avec une stabilité politique de loin meilleure que certains pays du continent. Ancien gouverneur du Nord Kivu, Paluku a démontré qu'en réalité, il ne faut pas se nourrir des idées reçues sur la République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne la corruption et la guerre,